On va commencer par parler des maladies neurodégénératives. Je voulais tout d'abord remercier Oléa qui a organisé cette session et donc grâce à qui on peut avoir tous ce cours donc cette troisième session qu'on fait déjà avec eux. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Donc aujourd'hui, on parlera de l'imagerie, donc surtout IRM, on parlera un tout petit peu d'autres choses également dans les maladies neurodégénératives. Donc, on va partir d'un certain nombre de cas cliniques pour discuter ces maladies. Et ensuite, on va aborder de différents sujets à partir de ces cas. Donc, le premier cas, c'est un homme de 75 ans qui se présente pour des troubles de la marche avec une démence d'installation progressive. Donc, nous avons cette imagerie. Évidemment, c'est une séquence flair. Donc, quand on regarde, il y a un certain nombre d'anomalies du signal que vous pouvez voir. Donc, ici, nous avons des hypersignaux autour de ventricule, tout d'abord, puis également les landes de noyau gris, donc c'est plutôt quand concerne la substance blanche, avec des petites lacunes. Également, nous avons des hypersignaux à niveau du tronc cérébral. Et puis ensuite, rien en diffusion. Donc, il n'y a pas d'argument pour une ischémie. Et par contre, nous avons quelques microbleeds donc, que nous voyons sur la séquence SWAN. Donc, les microbleeds que nous allons regarder leur localisation, ici, nous avons la localisation et profonde et superficielle. Donc, finalement, quand on parle de la leucopathie, c'est un phénomène qui est souvent lié à l'âge, au vieillissement, qui peut être plus ou moins pathologique, avec plusieurs cas de figure que nous voudrons caractériser, qui peut être soit de la leucoariose, soit ça peut être une leucoencéphalopathie, donc des choses un peu plus graves. Donc, comment s'orienter là-dedans? Alors, l'échoriose, déjà, c'est un terme purement radiologique. On ne va pas nous demander normalement une IRM pour recherche de l'échoriose parce qu'il n'y a pas de signe clinique direct. Donc, c'est des hypersignaux de la substance blanche périventriculaire. Ça peut être aussi des hypodensités parce que c'est quelque chose qu'on peut également observer au scanner. Et c'est quelque chose assez fréquent. Alors, c'est fréquent, est-ce que c'est normal parce que c'est fréquent ou pas? Pas forcément parce que cette fréquence, quand même, elle va bien augmenter avec les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, même si ce n'est pas une pathologie clinique directe, c'est un état, entre guillemets, à risque d'une pathologie. Donc, on les retrouve chez la majorité des sujets de plus de 65 ans. Évidemment, plus on est en champ magnétique élevé, mieux on va les voir. Mais le mécanisme physiopathologique de ces lésions n'est pas très clair. Donc, il y a l'hypothèse vasculaire qui est le plus débattue, enfin, le plus évoquée, parce que c'est surtout lié, corrélé à facteurs de risque cardiovasculaire, mais rien n'est sûr. Et il n'y a pas d'anomalie associée très claire. Même si la frontière, finalement, avec ce qu'on dit, appelle vraiment, on va voir l'éncéphalopathie vasculaire, n'est pas très nette. Parce que souvent il y a une forme enfin, quand on a une leucoriose importante, on a plus à risque d'avoir justement ce type d'atteinte. Donc, on va classifier cette atteinte avec la classification Fazekas et Schmidt en trois phases, en trois grades.
Donc, les 1, on va avoir vraiment quelques hypersignaux assez éparpillés. Les 2 où ça va commencer à être confluent. Et les 3 où on a de véritables hypersignaux importants confluents autour surtout de ventricules. Puis ça peut être associé également à des hypersignaux sous-corticales et à des hypersignaux également sous-tentoriels, surtout pontiques. Donc, on a dit qu'il n'y a pas un lien direct, mais non, c'est une maladie plutôt radiologique. Mais par contre, ça augmente énormément les risques des atteintes associées. Donc, les risques de la démence surtout. Et on a envie de penser forcément dans ce contexte plutôt à la démence vasculaire. Les risques de l'handicap, mais aussi les risques des accidents vasculaires cérébraux. Donc, finalement, quand on voit les chorioses importants, on va penser qu'il y a une souffrance cérébrale donc, qui peut être liée à ces facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, ça va être un signe d'alerte pour prendre certaines mesures par rapport à ces facteurs de risque. Et puis, nous avons des choses plus sévères comme donc l'électroencéphalopathie vasculaire. Donc là, c'est un stade au-delà avec une atteinte vasculaire ischémique et hémorragique de la substance blanche. Et donc, à l'origine, nous avons des facteurs de risque vasculaire tout d'abord, puis après, il y a d'autres maladies associées, d'autres maladies possibles qui sont pour le coup plus rares, comme cadazyle, angiopathie amyloïde ou artérite. En IRM, donc, les hypersignaux sont plus marqués, sachant que voilà, c'est des fois un petit peu difficile de faire interphasica Schnitt 3 et les encéphalopathies vasculaires. La frontière, évidemment, n'est pas nette du tout. Mais par contre, il y a d'autres attentes possibles et c'est là qui sont un petit peu de signes d'alerte. C'est une atteinte de noyaux centraux, de capsules externes et de pôle temporal qui seront caractéristiques, surtout pôle temporal dans le cas de cadazyle, ou présence de lacunes, de lésions ischémiques récentes ou de microbleeds, par exemple, à distribution plutôt périphérique dans le cas d'angiopathie amyloïde. Donc, tous ces signes-là, ça va être des signes pour nous orienter vers ce type de pathologie dans des registres plus sévères. Donc, grossièrement, on peut diviser en tout ce qu'il y a plutôt cardiovasculaire, donc lié surtout à l'HTA, donc l'hypoélénose, avec des hématomes de noyaux centraux et des AVC lacunaires qui peuvent aller jusqu'au état criblé. Et de l'autre côté, nous avons l'angiopathie amyloïde, donc avec l'échopathie souvent qui est moins marquée, et des saignements corticaux avec des microbleeds plutôt périphériques. Alors, quand nous avons des angiopathies amyloïdes, c'est vraiment des microbleeds de distribution périphérique. Quand elles sont et périphériques et centraux, c'est plutôt une encéphalopathie vasculaire liée à l'HTA. Donc, les facteurs de risque d'angiopathie amyloïde ne sont pas très clairs. Après, dans d'autres, nous avons donc cadazyle, c'est quelque chose de génétique, et l'hypoélénose plutôt liée à l'HTA. Et donc, dans tous les cas, on peut avoir des hémorragies. Et dans les encéphalopathies avec l'HTA, nous rencontrons aussi assez souvent des infarctus ischémiques. Voilà, donc les encéphalopathies vasculaires, finalement, c'est quelque part une forme plus sévère par rapport à l'échoriose et souvent avec des manifestations cliniques, contrairement à l'échoriose. Donc, nous pouvons du coup trouver des atteintes en diffusion, des hyposignaux entre deux étoiles, des lacunes, donc des AVC séquelaires ou des AVC plus aigus.
Donc, ça, c'est finalement aussi des attentes qui sont liées à l'âge, qui sont dégénératifs et qui peuvent plus ou moins être associées à des troubles cognitifs, donc dans les cadres de démence vasculaire. Démence vasculaire, elle peut être isolée ou associée à d'autres formes de démence, donc on va voir. Maintenant, on va parler un petit peu de registres différents. Là, c'est un homme plutôt jeune, 59 ans, avec des troubles de mémoire qui apparaissent depuis 5 ans. Donc, nous avons cet IRM. Donc, quand on explore les troubles cognitifs, notre première séquence qu'on va regarder, c'est la séquence 3D-T1. On va faire en écho de gradient parce qu'on veut voir une bonne différenciation entre les cortex et la substance blanche. Donc, on veut, parce que ce qu'on recherche beaucoup, c'est une atrophie corticale. Donc, avec un amincissement cortical, même si l'atrophie, souvent, elle est cortico-sous-corticale, dans des phases plus évoluées. Mais la première chose qu'on regarde, c'est le cortex. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir ce type de séquence. Donc, ici, on va regarder les différentes structures pour essayer finalement ce qu'on cherche, surtout une atrophie élective. Donc, centrée sur certaines régions. Parce qu'on s'est rendu compte que le volume cérébral total, c'est un très mauvais marqueur de l'état cognitif du patient. Sauf si on le suit de façon longitudinale. Et là, donc, on voit perte de volume cérébral. Là, c'est quelque chose qui va nous indiquer. Mais juste à l'instant T, on regarde par rapport à ce qu'on connaît dans l'âge, mais une atrophie globale, ce n'est pas très indicatif. Donc, on va regarder des choses un petit peu plus focales. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est surtout une atrophie pariétale, prédominance pariétale postérieure, donc avec élargissement des sillons. Il y a une petite atrophie hippocampique ou pas grand-chose, un peu à gauche quand même pour l'âge, bon, c'est un peu atrophique, mais c'est pas ce que saute le plus à l'œil. Finalement, c'est les sillons pariétaux qui sont les plus marqués. Voilà, donc, par ailleurs, il n'y a pas d'autres attentes ni ischémiques, ni en diffusion, il n'y a pas d'anomalie en flair, il n'y a même pas de l'échoréose, non, c'est surtout cette attente-là. Donc, devant ce type d'attente, on va évoquer la maladie d'Alzheimer. Alors, maladie d'Alzheimer, on pense toujours aux hippocampes, ce qui est vrai. Finalement, les hippocampes, c'est quelque chose qui va être beaucoup attendu dans la maladie d'Alzheimer, mais il n'y a pas que les hippocampes. Et selon les différentes phases de la maladie et les contextes de patients, il n'y a pas que les hippocampes. Alors, notamment, par exemple, quand on va parler de formes gènes, comme ce qu'on a vu chez ces patients qui avaient même pas 60 ans, là, c'est les régions pariétales souvent qui vont souffrir en premier. Donc, les régions pariétales, surtout qui à niveau précunius, cingulum postérieur et puis pariétal postérieur de façon plus globale. Et puis ensuite, nous allons avoir également les hippocampes, mais qui peuvent donc dans ces formes gènes venir sur le deuxième plan. Et sur des formes souvent plus âgées, c'est les hippocampes qui peuvent être les premiers. Donc, ces atrophies, parfois on peut les voir avant les signes cliniques de la maladie, alors ce qui c'est complètement avant ou un peu au début, quand il y a peu de signes cliniques, c'est pas évident. Il y a de plus en plus de cohortes qui sont faites maintenant chez des sujets, entre guillemets, sans plantes cognitives qui vont venir pour passer une IRM parce qu'elles se posent des questions, mais qui n'ont aucun problème.
Et donc, ensuite, on va suivre ce patient pour voir qui développera la maladie d'Alzheimer. Et parmi ces sujets-là, est-ce qu'il y a une atrophie? Donc, sur de grosses cohortes qui existent, il paraît que oui, dans des formes très précoces, sûr que oui. Après, voilà, chez les sujets sains, il y a de plus en plus de centres qui les explorent de nos jours. Après, éthiquement, c'est quelque chose un petit peu discutable d'explorer des sujets sains pour suspicion de maladie d'Alzheimer, sachant qu'ils n'ont pas de signes cliniques et que pour le moment, on n'a aussi pas grand-chose à les proposer. Donc, globalement, dans les maladies neurodégénératives, nous avons le grand panier de démence, dans lesquels la maladie prédominante, c'est la maladie d'Alzheimer. Puis, il y a aussi tous les registres de démence lobaire frontotemporale, dans lesquels il y a le démence frontotemporale un peu classique, il y a la démence sémantique, la phase primaire progressive, donc il y a plusieurs sous-catégories également. Et puis, il y a tout ce qui est lié à syndrome parkinsonien. Donc, dans l'imagerie, c'est qu'on va explorer les plus la paralysie supranucléaire progressive et l'atrophie multisystémique. Puis, un peu la maladie de Parkinson. Il y a de plus en plus de choses diagnostiques, même si ce n'est pas encore complètement admis par tout le monde. Et ensuite, on a les choses un petit peu à la frontière entre les deux, qui sont la maladie à corps de Lévy et la démence cortico-basale. Donc, les hippocampes, c'est quand même une structure à laquelle on s'intéresse beaucoup dans les démences, surtout la maladie d'Alzheimer, mais aussi à d'autres pathologies où ils peuvent être atteints, avec donc tout d'abord une atrophie qui existe, mais aussi une atrophie qui est plus rapide dans le temps par rapport au sujet sain. Donc, ce qu'on disait, quand on explore longitudinalement, c'est là où c'est le plus facile de se baser sur les mesures. Donc, voilà, le sujet est sain, même quand il est âgé, souvent, les hippocampes peuvent être un peu atrophiques, mais en rapport avec le reste du cerveau. Donc là, le reste du cerveau n'est pas très atrophique, les hippocampes non plus. Puis, quand il y a trouble cognitif léger qui apparaît, il y a une atrophie qui est déjà présente, comme on disait, et puis ensuite, donc, avec la progression de la maladie d'Alzheimer, il y a une progression de l'atrophie hippocampique. Il y a un score qui est fait pour grader cette atrophie hippocampique, donc c'est les Chiltens, et puis c'est quelque chose, bon, qui n'est pas parfait, mais qui reste quand même assez reproductible, connu par tout le monde. On va, pour grader les hippocampes, on va regarder la largeur de la corne temporale, la largeur de la fissure choroïdienne, et il faut aussi faire attention au cortex de l'hippocampe, parce que parfois on peut avoir des pièges avec des hydrocéphalies ou finalement l'hippocampe est un peu écrasé, mais quand on regarde bien, le cortex il est toujours préservé. Et donc, il ne faut pas, dans ce cas-là, indiquer à tort une atrophie hippocampique. Donc, finalement, on peut avoir l'analyse visuelle de cette atrophie hippocampique qui est assez sensible, spécifique, plutôt reproductible. C'est bien corrélé à d'autres techniques comme la délimitation manuelle. Et la sensibilité et spécificité, elle n'est pas si différente des analyses automatiques. Après, les inconvénients, c'est qu'il y a quand même des faux positifs, alors surtout dans d'autres, quand c'est une autre démence, qui est rien à voir, ou des faux négatifs quand l'atrophie elle est ailleurs, comme on disait, par exemple l'atrophie pariétale, des choses comme ça. Ensuite, il y a de plus en plus de logiciels qui nous proposent des mesures quantitatives. Donc, c'est assez tentant parce qu'on peut mettre de vrais chiffres sur nos comptes rendus, ce qui est plutôt agréable. Maintenant,
Ce qui est intéressant, donc, c'est plus sensible au taux d'atrophie parce que c'est des valeurs continues avec souvent des populations de référence qui existent et on peut aussi intégrer parfois les autres régions. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels, pas encore énormément de validation. C'est pas évident aujourd'hui d'intégrer ça au flux de travail. C'est pas toujours standardisé et surtout pour le moment, quand même, la question se pose sur l'apport clinique de ces mesures parce que finalement, est-ce qu'on ne fait pas dans la pratique courante assez bien avec les mesures qualitatives? C'est une question qui est ouverte. Il y a ensuite d'autres mesures qui sont proposées. Pour le moment, ce n'est pas trop ancré dans la pratique, à voir ce qu'ils apportent comme les mesures, le score ERICA, qui, lui, il regarde les sillons entorhinales, donc, qui se trouve ici, donc, que vous voyez dilaté là. Et donc, par rapport à ce sillon entorhinal, plus il est atrophique, plus on suppose qu'il y a une atteinte cognitive, donc avec une précision diagnostique qui est assez bonne dans la cohorte qui était utilisée dans l'étude pour le valider, à voir ensuite si ça arrive à rentrer dans la pratique courante et si on arrive à vraiment sur une grande échelle améliorer le diagnostic avec ce score-là. Donc maintenant, une histoire un peu différente. C'est pareil, c'est un homme qui est jeune avec un syndrome démentiel qui évolue assez rapidement sur 2 ans. Donc là, vous avez l'imagerie qui est assez frappante. Il y a un gradient qui est très, très marqué. Donc ici, on voit une atrophie frontale qui est majeure par rapport à l'atrophie postérieure qui est quasi inexistante. Donc ça, vous avez deviné, ça fait partie du groupe de démence lobaire frontotemporale qui sont en fréquence beaucoup plus rare que la maladie d'Alzheimer, mais il faut y penser parce que souvent c'est beaucoup plus évolutif, de plus mauvais pronostics, et donc il faut pouvoir prendre rapidement en charge ce sujet. Même si, évidemment, c'est comme les autres maladies neurodégénératives, aujourd'hui, on ne sait pas les guérir. Mais une prise en charge, quand même, s'impose. Donc, dans ces cas, on peut faire de l'IRM, on peut faire de la TEP, on va en reparler, avec une assez bonne corrélation entre les deux. Et il y a 3 types principaux finalement. Donc, il y a les démences frontotemporales classiques, donc entre guillemets, à prédominance frontale. Il y a l'aphasie progressive, donc avec une atrophie qui touche surtout la vallée sylvienne de façon prédominante et asymétrique. Et puis les démences sémantiques avec une atrophie qui prédomine en temporopalaire et également asymétrique, sauf si on arrive trop tard, quand il y a déjà les 2 pôles qui sont touchés. Donc, si c'est symétrique, évidemment, ça ne remet pas en question les diagnostics, mais quand on arrive tôt, souvent on les voit de façon asymétrique. Donc, voilà, la maladie d'Alzheimer, on a les hippocampes en premier lieu qui est touché, ou le pariétal, selon les formes, comme on disait. Le démence frontotemporale, c'est le frontal en premier lieu, ou selon dans les formes frontaux, ou les autres régions qu'on vient de dire, avec les démences dans sémantique qui touchent les pôles. Donc ici, vous voyez, les 2 pôles sont très atteints, mais ça reste quand même asymétrique. Avec, donc ici, on voit bien que ça commençait à gauche. Et l'aphasie primaire progressive, donc avec les sillons sylviens qui est d'abord touché. Donc, finalement, quelles sont un peu les limites de l'IRM dans les démences? C'est que atrophie hippocampique, parfois, quand c'est modéré, on ne le détecte pas très bien, et parfois, c'est pas là où ça commence.
Donc, c'est pas évident de s'en sortir dans ce cas-là. Donc, nous avons de différentes aides au diagnostic, entre guillemets, au-delà de l'IRM, donc ça peut être des marqueurs biologiques, marqueurs LCR, mais aussi la TEP. Donc, notamment, nous, ce qu'on pratique et on aime beaucoup, c'est la TEP IRM parce qu'on a de la chance de l'avoir. Après, il y a beaucoup d'avantages de la TEP IRM simultanée par rapport à TEP et IRM. Après, qu'on n'en a pas le choix, mais qu'on en a les deux, on peut également faire la fusion pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc, nous, finalement, on fait de plus en plus de malades avec des troubles cognitifs en TEP-IRM. Avec les indications dans la maladie d'Alzheimer de ce gène, comme on disait, avec des attentes qui sont souvent un peu atypiques, les doutes de diagnostic sur les diagnostics cliniques, les diagnostics différentiels avec d'autres syndromes de démence, et finalement, tous les cas qui sont un petit peu compliqués. Donc, tout d'abord, ça va nous aider un petit peu pour augmenter les certitudes diagnostiques. Donc, cette femme avec trouble de mémoire à 66 ans. Donc, là, on voit en premier lieu toujours à l'attente pariétale avec une attente hippocampique en IRM qui est très limitée. Et par contre, bien, les hippocampes sont bien atteintes en TEP. Et puis en TEP aussi, nous avons des carrefours, les pariétales, donc les régions un petit peu typiques. Et donc ici, l'aspect, il est bien en faveur de la maladie d'Alzheimer. En plus, la malade, elle a une ponction lombaire qui est également montrée de marqueurs. Voilà, alors une autre histoire un peu plus compliquée, c'est un homme de 77 ans avec un antécédent d'AVC frontal droit, donc déjà un petit biais, et il présente quand même un syndrome amnésique de type hippocampique, quelques troubles de langage type sémantique, pas d'attente instrumentale, et il a donc d'emblée une TEP-IRM. Alors, ici, finalement, ce qu'on voit en IRM, c'est qu'il y a toujours cette séquelle assez marquée de l'AVC. Quand on regarde la TEP, on voit qu'il y a un hypométabolisme dans cette région-là de la séquelle, sachant qu'ici, on n'a pas l'IRM, on ne sait pas que l'hypométabolisme est lié à la séquelle. Et puis, ensuite, nous avons donc une attente le long du réseau avec une atrophie hippocampique, ici. Mais finalement, dans cette atrophie hippocampique, est-ce qu'il est dégénératif? Finalement, par rapport au tableau, on n'y croit pas trop parce qu'on a l'impression que tout ça est lié juste à une différenciation frontale droite et donc la seule cause, vraie cause de son syndrome, c'est son séquelle d'AVC. Alors, une autre histoire, c'est une femme de 68 ans avec des troubles de langage, manque de mots, d'évolution progressive. Elle a aussi une hypertension artérielle et dyslipidémie. Et quand même, il y a beaucoup de choses au bilan neuropsychologique, au-delà de ces facteurs de risque cardiovasculaire avec des troubles d'attention, manque de mots, apraxie, troubles de mémoire de travail et MMS qui est quand même assez bas. Donc, quand on fait l'IRM, on ne va pas tant de choses que ça. Donc, le cortex, il est OK. Les hippocampes, ça va. Il n'y a pas de saignement. Il n'y a pas d'AVC récent. Et donc, il nous reste de regarder quand même le flair. Alors, sur flair, ce n'est pas si beau. Parce qu'on voit qu'il y a une leucopathie qui est majeure, floconneuses, confluentes, diffuses. Donc, quand même quelque chose, même s'il n'y a pas d'autres signes, comme on disait tout à l'heure, de l'éncéphalopathie, là, l'écopathie, elle est très marquée.
Et puis, quand on regarde la TEP, ben, ce n'est pas tout à fait normal non plus. Il y a une attente à gauche qui est très marquée au niveau de carrefour en temporal. Donc, il y a aussi une attente métabolique qui ne correspond pas à des lésions en flair. Donc, ces deux registres, finalement, qu'on suppose qu'ils sont différents. Donc, là, on a dit, bon, donc, il y a des hypersignaux confluentes, on a bien sûr dans phase de gaz Schmidt 3, et puis l'hypométabolisme pariétal gauche majeur, ce qui va être compatible avec une forme langagère de EMA, ce qui correspond à son bilan clinique. Donc, finalement, entre ces deux tableaux-là, on va évoquer quelque chose de commun, donc une démence mixte vasculaire et Alzheimer. Une autre histoire, c'est un patient relativement jeune, à 54 ans. Il a des troubles de mémoire assez récents. Depuis un an, avant, il n'avait rien. Mais il y a un an, il a eu un syndrome confusionnel. Et depuis, il a des troubles de mémoire qui s'aggravent. Sachant que MMS global, il reste correct. Donc, il y a juste des troubles mnésiques, hippocampiques, et quand même certaines désorientations persistantes avec quelques éléments dysexécutifs. Donc, dans les biomarqueurs d'LCR, il y a les baisses de bêta et protéine tau, ce qui peut correspondre à l'Alzheimer, mais qui reste très spécifique. Du coup, on fait l'IRM. Bon, on regarde le 3DT1, c'est pas très impressionnant. On a fait la TEP. Là, par contre, on a quand même un hypométabolisme de 2 hypocampes, mais sans autre attaque. On ne voit pas grand-chose comme ça au premier vue. Donc ici, bah, pour vous montrer l'hypométabolisme, donc ici, ça c'est un sujet normal, métabolisme normal, et ici, c'est les patients, il y a quand même une certaine forme d'hypométabolisme. Et puis, il y a une autre structure, donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a appris à regarder grâce à la TPRM, mais c'est des petites structures qui sont très intéressantes. Donc, ici, nous avons le sujet normal avec cette structure-là, donc qui correspond au corps mammillaire, et donc qui sont normaux. Ici, par contre, ils ne sont pas normaux du tout. Donc, ça, c'est notre patient, donc il y a un hypométabolisme de corps mammillaire avec également une atrophie qui n'est pas forcément évidente à voir si on ne se pose pas la question. Donc, finalement, quand on regarde l'IRM, ben, on voit qu'il y a bien une atrophie. Et en plus, qu'il y a des hyposignaux en soins, donc on suppose qu'il y a eu une nécrose hémorragique de cette structure. Donc, une atrophie avec des remaniements hémorragiques. Et à la fin, en reprenant bien ces antériorités, on a conclu que tout ça, tous ces troubles de mémoire, ben, ils étaient secondaires en encéphalopathie de Gaillet-Wernicke et pas quelque chose d'apparition spontanée. Donc, finalement, ouais, un article comme ça qui comparait le champagne et TPRM en disant que c'est des choses un petit peu du luxe. Mais la TPRM, quand on peut, c'est quand même très bien. Ça améliore le confort du patient. On peut mieux voir l'hypométabolisme, mieux comprendre l'attente en IRM, analyser mieux de petites structures. Et puis, c'est quand même utile pour le diagnostic. Et comme on disait, bah, quand on ne peut pas, on peut se servir de 2 examens. Ça peut nous aider aussi. Alors maintenant, on enregistre un tout petit peu différent. C'est un homme de 68 ans qui, depuis 2 ans, il a une apotie, une désorientation temporale. Et puis, les choses s'aggravent. Et depuis un an, il a développé en plus un syndrome extrapyramidal, des tremblements, kinésie, quelques myoclonies, des hallucinations. Et tout ça évolue vers une perte d'autonomie chez quelqu'un relativement pas très âgé. Donc, on fait une IRM. Alors, il y a une atrophie postérieure certaine.
par état, un pariétal bilatéral, qui va peut-être même un petit peu vers l'occipital. Après, c'est juste comme ça, c'est pas très, très spécifique. Les hippocampes, ils sont OK. Donc, ça ne nous fait pas trop penser de maladie d'Alzheimer, bon, d'ailleurs, les tableaux non plus. Et donc, on regarde la TEP. Donc, ici, nous avons une atteinte surtout dans postérieur également, péréto-occipital, temporale également. Puis, il n'y a pas d'atteinte, par contre, médian ici, notamment du cingulum postérieur. D'ailleurs, on voit ça aussi sur l'IRM. Et donc, sur l'IRM, c'est vraiment une pathologie que nous avons du mal à faire le diagnostic, le démence à corps de Lévy. Donc, par contre, avec les arguments IRM qui éliminent finalement un petit peu la maladie d'Alzheimer plus le tableau de la TEP, là, on peut être un peu plus sûr de nous. Une autre histoire, c'est une femme de 64 ans qui change de comportement récemment avec un syndrome parkinsonien asymétrique, une dystonie de membre supérieur, une instabilité posturale, et donc qui vient de passer qui est ce tir. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une atrophie avec élargissement notamment du sillon précentral et puis même là, le long de Relandon, nous avons des dépôts hémorragiques. Alors, qu'est-ce qu'on voit en TEP? Finalement, il y a une atteinte qui est pour le coup assez asymétrique, même s'il y a un petit côté bilatéral, mais il y a une très nette prédominance gauche ici. Donc, même ça va assez bas, donc avec le métabolisme du pédoncule cérébral gauche. Donc, tout ça de façon asymétrique, paréto-occipitale, et avec une atteinte en précentrale, voire des fois ça va vers le post-central, de façon précoce initialement, ça nous évoque la dégénérescence cortico-basale. Donc, ici, bon, ça c'est un cas assez marqué où on a peu de doutes diagnostiques, on n'a pas forcément besoin de la TEP-IRM, on s'en sortirait bien avec l'IRM ou la TEP. Donc, ici, il y a c'est une atrophie du cortex pariétal et frontal qui est asymétrique, avec possible élargissement de ventricule qui suit cette atrophie. Et donc, l'hypométabolisme pariéto-frontal également asymétrique. Donc, dans les cas débutants, souvent, on aime bien avoir la TEP-IRM ou la TEP et l'IRM. Dans les cas très marqués, comme ici, une de deux est finalement assez suffisant. Alors, une autre histoire, un patient qui a une arthrite progressive avec hypomimie isolée et on suspecte la paralysie supranucléaire progressive. Alors là, c'est un cas où, comme dans la vraie vie, des fois, on fait cette IRM et elle est assez normale. Alors, je vais vous juste dire deux mots sur cette séquence-là. Donc, c'est une séquence Swan, sauf qu'elle est centrée sur le mésencéphale en très haute résolution. Et le but, c'est voir la structure de la substance noire, avec notamment ce qu'on appelle le nigrosome. Donc ici, c'est cette structure-là qui apparaît en hypersignal par rapport au reste de la substance noire. Et donc, cette structure, elle est présente chez des sujets sains. Quand il y a un syndrome parkinsonien quelconque qui apparaît, qui peut être la maladie de Parkinson, un des syndromes parkinsoniens atypiques, comme paralysie supranucléaire progressive, ou atrophie multisystémique, ou maladie au corps de Lévy, ou dégénérescence cortico-basale. Ce n'est pas distinctif entre ces syndromes-là. Ces structures vont disparaître. Donc ici, pour la PSP,
on en reparlera, on regarde l'atrophie mésencéphalique. Pour n'importe quel syndrome parkinsonien, on va regarder notre nigrosome qui est toujours présent. L'atrophie mésencéphalique, par contre, elle n'est pas vraiment présente. Donc, on est un peu embêté. On ne sait pas trop quoi dire. Et là, le patient, il a en plus un TEP DOPA. Donc, le TEP DOPA, qui va se fixer sur les structures DOPA qui se fixe sur les structures dopaminergiques, donc sur les striatomes, et qui est parfaitement normal. Alors ça nous fait du bien parce qu'on peut dire, bah non, votre patient, il n'a pas de PSP. On pourrait dire ça aussi sur l'IRM, mais on hésite un peu parce qu'il y a pas mal de signes cliniques. On se dit, mince, est-ce qu'on est en train de se tromper? Non, c'est quelque chose qui nous aide. Alors, dans un autre cas, on a un homme de 72 ans avec syndrome parkinsonien axial. Et là, par contre, ce n'est pas tout à fait le même tableau. Alors ici, nous avons l'atrophie mésencéphalique. Les ponts et les pédoncules cérébelleux moyens ne sont pas touchés. Et puis, nous avons par contre également le nigrosome qui disparaît. Donc là, pour le coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on a pas mal d'arguments IRM. TEP également est très pathologique de deux côtés par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a peu de fixation de DOPA. Donc, il y a une dénervation dopaminergique et en IRM, on a perte de nigrosome, l'atrophie mésencéphalique. Donc, tout ça va nous orienter très fortement vers paralysie supranucléaire progressive. Alors, TEP-DOPA, c'est un peu comme notre séquence de nigrosome. C'est sensible, mais c'est peu spécifique. On a une attente dopaminergique dans tous les syndromes parkinsoniens. Ce n'est pas parce qu'il y a une attente dopaminergique qu'on peut dire qu'est-ce que c'est. Là, on a vraiment besoin de dire. Une autre histoire d'une femme de 70 ans, parkinsonisme atypique. Alors, elle, du coup, elle n'a pas eu le DOPA, elle a eu l'FDG. D'ailleurs, c'est plus intéressant dans des syndromes parkinsoniens atypiques, justement, parce que ça, par rapport à là où ça se fixe, ça peut nous donner plus d'orientation pour savoir quel type de syndrome parkinsonien c'est. Donc, du coup, ici, les mésencéphales, c'est moins frappant, mais il n'est pas terrible. Il y a aussi les pédoncules cérébelleux supérieurs, cette structure-là, qui est assez intéressante, qui est atrophique. Et à TEP, finalement, on peut avoir un hypométabolisme mésencéphalique, mais ce n'est pas quelque chose qui est très évident à analyser. Par contre, on a un hypométabolisme du cortex préfrontal qui est présent dans les cas de PSP et qui est présent ici. Donc, les deux nous permettent de s'orienter vers le diagnostic, surtout quand c'est l'atrophie un petit peu plus limite par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Et donc, ça nous aide dans notre confiance diagnostique. Donc, bon, ici, par exemple, dans notre cas, bon, l'atrophie mésencéphalique, elle est assez marquée. Il n'y a pas de signe d'atrophie multisystémique, on en reparlera, mais le pont est normal, les putamènes aussi. Et là, pour le coup, il y a un petit métabolisme mésencéphalique. Mais comme je disais, il n'est pas hyper évident à interpréter. Quand il y a l'atrophie qui va avec, c'est plus facile. Donc, finalement, dans le PSP, c'est des choses qu'on recherche souvent, c'est des choses assez classiques, mais qui restent sensibles et spécifiques. Donc, c'est une atrophie mésencéphalique en bec d'oiseau et une atrophie sélective des tegmentum des mésencéphales. Donc voilà, ça ressemble à l'oiseau, c'est atrophique par rapport au sujet normal qu'on voit ici. Des fois, quand on a des doutes, c'est bien de regarder sur les PACS un sujet un peu de même âge qui vient pour quelque chose de complètement différent. Donc, on parle les deux, on se dit, ah oui, en effet, c'est très atrophique. Et donc, il y a une atrophie sélective de tegmentum qu'on peut voir ici, c'est un petit peu avec une forme d'oreille de Mickey, on a dit, c'est assez imaginatif, mais
Ça ressemble un peu. Alors, une autre histoire d'un homme de 70 ans. Lui, il est donc un syndrome parkinsonien atypique, syndrome kinétorigide, aussi une hypotension orthostatique et dysfonction vésico-sphinctérienne. Donc, tout ça, ça nous avec autant de signes de dysautonomie précoce, ça ne nous oriente pas trop vers la maladie de Parkinson, surtout avec le syndrome qui est atypique. Donc, on fait s'étirer. Donc, bon, ici, c'est là, l'IRM, elle est assez typique avec ce signe de la croix à niveau pontique, pas toujours si évident. Donc là, on a un petit peu tous les signes. Il y a ce signe de la croix donc à niveau mésencéphalique, on va avoir, à niveau de pontique, pardon, on va voir pourquoi. Il y a une atrophie pontocérébelleuse globale avec atrophie de pédoncule cérébelleux. Et puis également, on a un hyposignal en T2 étoile, hypersignal en T2 du pétomène. Donc également un signe donc, de l'atrophie multisystémique, sachant qu'on a deux catégories d'atrophie multisystémique, ceux qui sont plutôt cérébelleux, avec une atteinte plutôt basse, sous-tentorielle, et ceux qui plutôt forment parkinsonienne avec atteinte plutôt pétoménale. Sachant que chez des sujets, certain nombre de sujets dès le début, chez deux autres de façon avancée, on a les deux formes qui sont présentes. Et donc, ensuite, nous pouvons aussi faire la TEP, donc soit pour faire, si on a vraiment un vrai doute, on fait le TEP DOPA pour confirmer un syndrome parkinsonien, soit on fait TEP FDG pour s'orienter dans le syndrome parkinsonien, comme on disait. Donc ici, nous avons un hypométabolisme vraiment du putamen gauche, pour le coup, qui va nous orienter vers notre diagnostic. Et donc, le diagnostic, bien évidemment, c'est l'atrophie multisystémique. Alors, un autre cas ici, c'est une femme de 68 ans, pareil, avec un syndrome parkinsonien. Donc, en TEP DOPA, elle a un hypométabolisme putaminal et cérébelleux, surtout cérébelleux, qui est très marqué. Et puis, cet hypométabolisme, elle va bien avec son atrophie cérébelleuse, qui est majeure, ainsi que l'atrophie pontique et des pédoncules. Et puis, également, en alternance entre hypersignal, donc à niveau du putamen, et perte du nigrosome. Donc là, tout concorde également pour l'atrophie multisystémique. Donc, dans les atrophies multisystémiques, qu'est-ce qu'on va trouver en IRM? C'est dans les formes cérébelleuses les plus connues, c'est le signe de la croix, qui on voit surtout bien en T2 en densité de protons. Donc, il ne faut pas hésiter de le faire. En T2 classique, on le voit dans des formes plus évoluées, un petit peu moins bien. Et en flair, c'est quelque chose qu'on peut complètement rater. Donc là, on a quand même encore de l'avenir pour la séquence T2. Puis ensuite, il y a l'hypersignal qui peut être vu pour le coup en T2 ou en flair du pédoncule cérébelleux moyen, avec une atrophie de ce pédoncule pontique ainsi que cérébelleux. Et finalement, donc, dans les formes putaminales ou dans les formes multifocales, nous avons une atrophie et un hyposignal du putamen posterolatéral avec une bordure en hypersignal, un hyposignal marqué en T2 étoile. Alors maintenant, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on ne fait plus trop le T2 étoile, on fait du SWAN, ce qui est très bien. Par ailleurs, pas de critique, mais du coup, c'est beaucoup plus sensible. Donc, il faut quand même, selon la pondération de votre séquence, que vous faites un peu l'œil à ce qui est normal et ce qui est pathologique. Après, le côté pathologique aussi, c'est que c'est vraiment la bordure qui est un hyposignal et pas l'ensemble de structures qui peut être liées plus à votre pondération.
Mais c'est important de se faire l'œil et si à un moment vous avez l'impression que tous vos patients, quel que soit pourquoi elle vient, et l'ont une trophie multisystémique, bah, c'est quand même une pathologie rare et donc il faut regarder le contraste de la séquence. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, pour être présent à cette heure de fin d'été. J'espère que vous avez vu des choses intéressantes. Je remercie encore Oléa pour avoir organisé ces webinaires et je remercie tous mes collègues qui avaient contribué à cette présentation. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez allumer vos micros et poser vos questions. Alors, soyez pas timide si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'il soit tout est clair et probablement c'est l'heure de dîner également que se rapproche. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, on se retrouvera pour d'autres webinaires pour le moment qui ne sont pas encore planifiés, mais on espère de vous avoir dans notre public. Et je remercie encore une fois Oléa pour cette opportunité.